bonjour, bonsoir. Bienvenue à nouveau sur le trône. Effectivement, ça fait un sacré moment que je suis pas venu. Mais bon, on est à moins d'une heure de l'annonce de notre président de notre prochain reconfinement. Hein. Alors, la deuxième vague, j'en avais parlé au mois de juillet, je sais plus. Mais là, j'avoue, on retourne très tardivement à un reconfinement parce qu'on atteint à peu près les 50 000 cas par jour. Oui, parce qu'on parle pas des morts encore, mais 50 000 cas quand même, donc par jour. Ce qui est très intéressant, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc on revient à cette situation de merde gérée par des gens complètement incompétents. Donc quel meilleur endroit que sur le trône? Donc bienvenue. Et voilà, je m'y remets. Ça fait un bail. Bon, comme d'habitude, j'essaie de préserver le fameux indexage avec effectivement les portions qui pourraient vous intéresser sur les vidéos, par thème toujours. Ils s'afficheront ici à chaque fois que je parlerai de quelque chose. Donc on va essayer de garder cette structure-là. Donc là, je vous dis, on est peut-être, je crois que c'est à 20h, je crois qu'il parle, il est 19h21. Alors, a priori, il voulait se chauffer un peu en mettant... Parce que là, en fait, on a quand même un confinement nocturne, qu'on appelle un couvre-feu, qui commençait de 9h du soir à 6h du matin. Pas de bol, même avec ça, 50 000 cas dans la gueule. On a un rythme de 50 000 cas. Et donc, à 50% de taux d'occupation des lits, de réanimation. Avec, non, mais je vous montre un peu le contexte quand même, parce que là, par rapport à la première vague, les gens qui ont souffert de la première vague, les soignants, nous héros, qu'on applaudissait, tout ça, il y en a beaucoup qui se barrent, en fait, qui vont dans le privé. Comme apparemment le privé n'était pas sollicité dans la première vague, ils se disent, là, on va peut-être échapper à la deuxième vague en allant dans le privé aussi, puisqu'il y avait que l'hôpital public qui était submergé, et apparemment, les privés, les cliniques et tout, ils avaient plein de lits et tout, mais non, on va pas s'en servir, parce qu'il faudrait les payer, je crois, c'est ça. Donc, je sais pas, je comprends pas cette politique, toujours la Macronie et sa gestion de crise du Covid, mais je ne vais pas parler que de ça, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même un petit phénomène qui vient de sortir, qui pue du cul quand même, faut le dire. Donc on est censé être le pays des Lumières, la France, la Révolution française, tout ça, mais il y a quand même un petit chapitre qui sent pas bon, ça. Donc, alors, voilà, pardon, le petit clic qui marchait pas bien, parce que je vous rappelle que je fais mon petit montage en temps réel, c'est du one-shot, donc ça se voit, je fais les machins, vous entendez les clics, les trucs, des fois les sessions sont pas super bien enchaînées, mais bon, c'est l'avantage du one-shot, on fait en même temps qu'on explique, donc j'essaie de faire le montage avec une souris multi-points, machin, j'ai pas les trucs modernes qu'ont certains youtubeurs avec des boutons déjà préprogrammés, etc. Non, moi, c'est au live avec la souris, quoi. Donc, voilà. Liberté d'expression. Ah, messieurs, dames. Liberté d'expression. C'est marrant, parce qu'en fait, j'avais pris des points, en fait, avec des images qui expliquaient certaines réactions. Et apparemment, il y en a une qui a disparu, qui était vite censurée. Mais bon, tant pis, je vais essayer de vous la retransmettre. Donc, pour ça, liberté d'expression, on est quand même dans un pays où... donc, on se dit liberté d'expression par rapport à quoi? Aux religions, c'est ça? On est quand même dans le seul pays au monde, je crois, à avoir une loi qui différencie le racisme et l'antisémitisme. Alors, je mets en introduction, je ne suis pas antisémite, je ne parle que de faits. Voilà, de ce qui se passe en France, d'accord? La France a une loi d'exclusivité spécifique à l'antisémitisme. On prend plus cher si on est antisémite que raciste, apparemment. Et dans certains cas, vaut mieux être violeur, harceleur, assassin, machin. On écope moins cher que si on était antisémite, quand même. Bon, après, ça y est, Dieudonné ou machin, espèce de Dieudonné, etc. Non, allez vous faire foutre. Donc moi, je suis catholique apparemment par mes parents. Donc j'ai effectivement fait ma première communion, enfin baptême, première communion. Pas mariage encore. Puis peut-être que pour l'extrême onction, ce sera peut-être catholique, je sais pas. Mais bon, liberté d'expression, oui, mais pas pour tout. Donc effectivement, donc là, on a quand même des circonstances accablantes, puisque un pauvre professeur qui ne faisait que de faire son travail a malheureusement montré des caricatures de Mahomet.
Donc, il a pris apparemment le prix fort, qui est un Tchétchène qui s'est pointé pour lui trancher, le décapiter, carrément, scène publique en pleine France. Donc, voilà, attentat, effectivement, attentat. Revendication, attentat terroriste. C'est qu'un dégénéré quand même pour moi qui est venu assassiner un gars et le tuer en pleine public. Bon, pour motifs religieux, mais il y a des gens qui tuent leurs femmes pour des motifs, je sais pas, de jalousie, bref, voilà, motifs religieux. Donc là, on fait des lois. On appelle à la liberté d'expression. Parce que, pourquoi ? La liberté d'expression, on a parlé effectivement de Charlie. Alors, Charlie, avant d'aborder Charlie, on va faire quand même un petit point de ce que c'est que, effectivement, la distinction État et religion. Donc, si je me mets effectivement ici, voilà, vous voyez, donc j'ai mis en plein écran mon petit navigateur, j'ai fait une petite, voilà. Alors, tout de suite, on va dire, ah mais ça y est, tout ça, mais pourquoi je ne peux pas parler de ça ? Dès qu'on évoque ça, bon, il y a une loi déjà qui va peut-être m'attaquer pour ça, mais je ne fais que lire, je ne revendique pas ces textes. Mais effectivement, le port de la kippa est protégé par la loi de 1905. Qu'est-ce que ça veut dire ? La kippa, selon Larousse, est la calotte dont les juifs pratiquants se couvrent la tête. Est-elle, dans l'espace public, une entorse au principe de laïcité ? Non. Dans la loi 1905, qui organise l'exercice du culte, qui ne demande pas aux personnes de manifester leurs croyances uniquement dans la sphère privée. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ici, depuis quelque temps, on nous dit, oui, pratiquez vos religions, mais chez vous, dans le privé. Donc le hijab, le tchador, la totale, non, que dans le privé. Et là, par contre, on a une petite exception, pour une certaine religion, qui fait que non, eux, ils ont le droit. Ils ont le droit, et même nos dirigeants, parce que je vous invite à chercher sur Internet toutes les photos de nos dirigeants les uns après les autres, avec une kippa sur la tête, avec l'entretien annuel à des organisations juives, donc c'est des organisations religieuses, donc qui vont faire leur rapport. On dirait, enfin, je sais pas ce qu'ils y foutent, mais je le vois pas effectivement faire la même chose chez les cathos et la même chose chez les musulmans. Alors on va me dire, oui, mais chez les musulmans, on n'a pas de référentiel, comment dirais-je, de autorité. Donc, alors ils en ont créé une en France, donc et je crois que c'est, je sais plus quel ancien ministre qui est dessus. Chevènement, c'est mort. Non, Chevènement. À un moment, c'était Chevènement. Après, donc, quand on voit que Jacques Lang est comment ça s'appelle, est à la tête d'aussi, je sais plus quelle œuvre culturelle française, mais à connotation musulmane. Donc voilà. Bref, je suis très inculte là-dessus, j'ai pas préparé mon dossier, mais c'est le flow, je parle de ça comme ça. Donc, effectivement, après sa publication, des maires ont voulu interdire la soutane et la cornette en public. Aristide Briand leur a rappelé que l'espace public, on peut s'habiller comme on l'entend du moment que les règles de la pudeur soient respectées. Là, voilà. Donc, parce que, ok, il y a eu malheureusement un professeur décapité, mais il y a eu encore, près de la Tour Eiffel, des touristes à connotation musulmane qui, elles, sont fait aussi tirer au couteau en étant traités de sales arabes, tout ça. Bref, mais ça, c'est du racisme, c'est pas de l'antisémitisme. Donc, voilà. Ça, par contre, pas de minute de silence, pas tout ça. Donc, mais le sentiment d'insister quand une guerre de religion a provocation vestimentaire dans une sorte de course à la victimisation. Voilà. Ça, c'est Paris Match qui le dit, c'est pas moi. Donc, voilà. Donc, je sais pas si je vous mettrai le lien, vous cherchez sur Internet. Voilà. Pourquoi admettre... Voilà, ça, c'est des questions comme ça. Donc, par la liberté d'expression. Mais... mais pourquoi admettons la kippa avec la kippa des juifs que l'on retrouve avec le voile des musulmans ? Voilà. Ils sont traités exactement de la même manière. Ah ouais. Donc la loi de 2004 du port du voile est celui de la kippa à l'école, aussi bien qu'à la primaire qu'à l'école ou au lycée. Comment on détourne ? Là, on parle d'espace public. Dehors, pas que en école. Donc voilà. Mais bon, s'ils veulent, on peut jouer à ça. Bref, donc je parlais de ça parce qu'effectivement, on est toujours dans la catégorie liberté d'expression. La liberté d'expression, oui, mais c'est le contexte qui me dérange, en fait. C'est vraiment le contexte qui me dérange. Et là, on en vient au point où, attention, pourquoi c'est la République qui serait carrément pas menacée ? Donc, c'est tendu. Donc, alors, pardon, désolé.
commettre une grosse erreur, celle consistant à adopter une attitude de médiateur, de conciliateur entre la République et l'islam. Voilà. C'est dans cet écueil qu'il tombe lorsqu'il prétend contribuer à l'émergence d'un islam des Lumières en entendant peser sur la structuration de l'islam et sur la formation des imams. Bon, ma copine Le est là pour quatrième tirer le axe regard, mais bon. de la stratégie que nous entendons conduire, de ce réveil républicain, Ouais, le réveil républicain, on en est là. Hein. il consiste à bâtir enfin un islam en France qui puisse être un islam des Lumières. Voilà. L'ambition de former et promouvoir en France une génération d'imams, mais aussi complètement neutre, d'intellectuels hein. qui n'appelle défendent pas un à islam prendre pleinement des positions et compatible tout. De avec toute les façon, valeurs de la les 10 mètres République que j'ai, là, est une nécessité. Alors on ne va même pas se pencher sur ce qu'il peut y avoir de prétentieux pour un non-musulman à prétendre régler une querelle interne à l'islam vieille de 1400 ans. Quand même. Le fait est surtout que cette question ne concerne ni la République ni son président. Merci. En France, le pouvoir politique est séparé du religieux. Voilà. Le président n'est pas un conciliateur, c'est le garant des lois. La République n'est pas là pour organiser l'islam, mais pour fixer la règle commune, s'assurer de son respect absolu et, le cas échéant, punir les contrevenants, et peu importe qu'ils soient imams, rabbins ou tourneurs-fraiseurs. Dans clair. cette entreprise d'Elsenheim se trouvent des tourneurs-fraiseurs, un métier qui se raréfie. Et pourtant, rien ne remplacera ces ouvriers capables de transformer un bloc de métal brut en une pièce à la finition ultra précise. Cependant, la République ne peut bien sûr pas fonctionner uniquement en imposant des règles. Pour que les gens y adhèrent, encore faut-il qu'elle leur rapporte quelque chose, qu'elle leur fasse une promesse et qu'elle la tienne. Et c'est quand la République ne tient plus ses promesses que chacun, se sentant trahi, est tenté de se replier sur des communautés plus petites. Alors, c'est le problème, c'est ça. Donc là, ils sont sur, effectivement, des lois sur le séparatisme. Donc, attaquer le séparatisme, c'était ça, en fait, qui était en place par rapport à ça. Et donc, le fameux islam des Lumières. Je suis consterné de voir ça. Donc, il prend des mesures, donc il passe à la télé pour parler de ça. Hein. Donc, comme on vient d'évoquer le fait que le président n'a rien à foutre de ça normalement, mais bon, il s'y met quand même, on se retrouve dans le cas de figure où, c'est pas cool. C'est celui d'une France unie autour de ses valeurs. Voilà. Plus nos ennemis chercheront à nous opposer, plus nous serons rassemblés. Plus ils chercheront à nous détruire, plus nous ferons bloc. Plus ils chercheront à faire vaciller nos valeurs, plus nous serons intransigeants. Intransigeants parce que c'est notre histoire dont il s'agit. Mais intransigeants les effets parce d'annonce, il est fort, hein, quand même. à cette intransigeance les correspond discours la bienveillance franchement, les mecs, républicaine que j'ai. Ils devraient être plus payés que ça. Voilà. Le problème, c'est que si mutilés par la l'action République. d'Emmanuel Macron a déjà permis de ressouder les Français, comme il le dit, on se demande bien pourquoi ce besoin d'alerter sur les tentations séparatistes. Voilà. Et au final, c'est peut-être là ce qu'il y a de plus dommageable, au-delà même du fait de mal nommer les problèmes. Cet exercice constant d'autocongratulation qui empêche de regarder la réalité en face. Exactement. Car si aujourd'hui, non, notre pays n'est clairement pas la proie des séparatismes, à force que l'État laisse les citoyens livrés à eux-mêmes, cela pourrait bien finir par arriver. Non, mais on en est grave. Hein. C'est Darmanin, ministre de l'Intérieur. Il dit moi, quand je vais faire mes courses, je suis choqué de voir qu'il y a de la bouffe communautaire. De la bouffe communautaire, de la communautarisme dans la bouffe. Donc, séparatisme presque. Bah oui, désolé, moi je suis content de retrouver des produits portugais, hein, d'origine portugaise. Moi j'adore retrouver mon bacalhau, mes trucs que je peux retrouver dans Leclerc et compagnie. Et je pense que n'importe quelle ethnie, hein, d'origine ou native, sera contente de retrouver les produits de la maison quand même, de chez soi. Ok, la France, on l'adore, il n'y a pas de souci, mais on a quand même des racines, et on a été perfusé, donc moi au bacalhau, hein, à la morue, hein, donc voilà, et j'en suis fier, donc voilà. Donc si on nous enlève le truc sous prétexte que, attention, c'est communautaire, non, mais c'est sûr, ce qui dérange, c'est parce qu'effectivement, il y a quelques petits produits trop orientaux, on va dire, hein. Donc c'est ça qui pose problème. Donc on en est là, hein, c'est méga chaud quand même. Non, mais au point où notre gouvernement va quand même chercher de l'aide. Attention. Une experte quand même pour la gestion des séparatismes. Notre gouvernement fait quand même appel à elle. En deux confirmations, donc il a demandé à Marine Le Pen de venir. Voilà. Du coup, Marine Le Pen, elle était toute contente, hein, elle a déclaré « Je suis honorée de participer à l'élaboration de cette loi ». Oui, alors non, par contre. Non, mais je me permets. C'est ça. Parce que je la loi du séparatisme. Déjà, et puis ensuite, parce que contre c'est le faux, ce que tu séparatisme. dis. Non, tu ne participes pas à l'élaboration de cette loi, pas du tout.
au stade où on est la loi, il n'y a rien qui participe. C'est voilà. Mais ils sont quand même allés chercher. Peut-être Didier Lallemand, Emmanuel Macron entre deux redescentes, mais je veux dire, c'est à l'heure actuelle où on en est. Non, tu ne participes pas à l'élaboration de cette loi, tu collabores. Non, on va rester sur participer. Voilà. Mais non, mais parce que c'est vrai, t'as raison, c'est un meilleur mot, parce qu'après les gens vont encore gueuler, ça va mal se mettre, c'est ça. Qu'on entend le bruit des bottes. La seule chose que je vois pour le moment, c'est le bruit des lèche-bottes. Après, attention, il avait totalement raison d'inviter Marine Le Pen, Gérald Darmanin. Moi, je suis très content que, vu la gravité de la situation en France, on commence à parler avec à peu près tout le monde. Je vous rappelle que l'heure est grave, hein. Je veux dire, l'autre, il a besoin de toutes les forces vives de la nation. Marine Le Pen, elle est vive. Si, elle zouk les soirs de défaite. Donc elle est vive. Et Gérald, il en avait besoin. Il l'a amené dans j'allais dire l'Arche de Noé, plutôt le Titanic, parce que ça va couler dans de la lutte contre le séparatisme. Voilà, une heure où, je vous le rappelle, on vient encore de se taper un attentat en face des locaux de Charlie Hebdo. Il y avait celui-là aussi, juste avant. Le leader suprême a répondu. Non, pas Emmanuel Macron, François Hollande, soyez pas con. Emmanuel Macron, il a fermé son claque-merde. Non, François Hollande a immédiatement réagi. Attentat à Paris, pour Hollande, les auteurs de cet acte ont voulu faire mal. Voilà, genre de réaction des gouvernements. Immédiatement réagi, mais c'est vrai que d'un autre côté, l'imam Chalgoumi aussi, il avait immédiatement réagi à l'époque. C'est peut-être pas un critère, hein, Fanfan. Faudra peut-être travailler un peu plus les interventions. Hein. Parce que lui, heureusement qu'on l'a pas eu au président en 40, lui, parce qu'il nous aurait dit les nazis nous attaquent pour nous faire mal. Voilà, c'est ça. On en est là au niveau de réaction. Heureusement que les socialistes n'étaient pas au pouvoir à l'époque. Hein, Ah bah oui, mais non, du coup. Bon, après, soyez rassurés que les amoureux de la lutte contre le séparatisme se rassurent. Marlène Schiappa est toujours là, elle, pour proposer des idées. C'était celle que je voulais vous montrer. Particulièrement tacue, et elle a décidé de se battre contre ce qu'elle appelle la polygamie de fait, et elle veut purement et simplement l'interdire. Voilà. De fait, F-E-T-E. Non, pas du tout. Non, F-A-I-T. Voilà. Non, elle veut pas interdire les partouzes festives. Sinon, elle se servirait pas. Bref, mais c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Donc on en est là. Ils vont chercher tout ce petit monde pour faire une loi contre le séparatisme. Sur le premier attentat, en face de Charlie Hebdo. C'est pas encore le mec qui a tranché la tête, malheureusement. Enfin, je suis sur le cul. Je suis sur le cul. Mais reprenons le cas de Marlène Schiappa. C'est celle, vous savez, qui se battait pour la cause féminine, etc. En mode, alors qu'elle vendait des bouquins de cul, etc. Bref, on va continuer quand même. C'était sympathique, effectivement, ce qu'il disait donc. Darmanin. Vous avez vu ces 80 parlementaires LR qui signent une tribune contre la légalisation du cannabis. Oui. Vous êtes opposé, vous, à la légalisation du cannabis? Absolument. Vous êtes opposé à la légalisation du cannabis? Je l'ai toujours été. Je le dis pour les gens qui vont dire Marlène Schiappa était de gauche, elle est devenue de droite depuis qu'elle est à l'intérieur. Oula, pas du tout. Ah non, mais personne ne dit ça. Non, les gens ne disent pas l'inverse non plus. Les gens ne le disent pas, Marlène. Tout le monde s'en bat les couilles. C'est ça. T'es au courant de ça? Ah si, les gens parlent de toi politiquement. Si, les gens disent elle est con, elle a encore pris du cul. Enfin, il y a des débats autour de toi, mais ça ne tourne pas autour de ton identité politique profonde. Par contre, voilà. C'est clair. Juste après. J'ai toujours été opposée à la légalisation du cannabis. D'ailleurs, je l'ai dit à l'époque quand il y avait des débats. J'ai soutenu Agnès Buzyn qui s'était exprimée en tant que ministre de la Santé en disant qu'elle y était opposée. Moi, je vais vous dire, je vais pas vous raconter ma vie. Non, c'est pas la peine. Voilà, pareil, on s'en bat les couilles. Puis c'est surtout que c'est déjà dans les bouquins. Ce sera con. Ces fameux bouquins de cul. Tu vas pas spoiler. Qui défendaient la France. J'ai vu personnellement sur des gens très proches les dégâts que pouvait causer le cannabis et l'escalade vers les drogues plus dures que ça engendrait. Et puis par ailleurs, la consommation de cannabis, ça finance la traite des êtres humains, ça finance les trafics de drogues plus dures, ça finance aussi partiellement le terrorisme. Mais non, carrément. Mais putain, mais quel con, mais pas cet argument. Il y avait une boule noire dans le motus et l'autre elle l'a sorti putain. Non mais c'était le seul argument qu'il fallait pas dire. C'est pas un mauvais argument, mais c'est juste un très bon argument pour l'équipe d'en face. C'est ça le problème. Oui mais Marlène, parce que si tu dis que les trafics, d'accord, financent le terrorisme, la délinquance, la chikungunya et le tsunami, enfin ce que tu veux, le principe c'est que si on légalise, que du coup l'État le vend, s'en met plein les fouilles, le vend moins cher du coup parce qu'il produit lui-même, et que les trafics s'effondrent. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles vous ne le faites pas. Je rappelle que Pause Caca vous laissait sous-entendre qu'il voulait légaliser le cannabis pendant la campagne. Sauf qu'un jour il est arrivé au bureau, il y a Gérard Collomb qui a dit faut pas. C'est ce que c'est qu'une économie de quartier. C'est ça. Ah non, t'as pas vu ça chez Rothschild. Viens voir, je vais t'expliquer. L'autre il a compris que non, peut-être pour
à ce moment-là, les lecteurs bobo, ils vont se le foutre au cul. Je préfère éviter une guerre civile, sauf si ça vous dérange. C'est ça. C'est la seule raison pour laquelle vous le faites pas, en fait, au départ. D'accord. Donc les fameuses lois séparatisme et tout, ça peut jusque là. Pas bien, le shit. L'autre, elle écrit des bouquins de cul, elle te fait un top des façons de se faire enculer, et l'autre, elle va dire, ah non, par contre, la drogue, jamais. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Voilà. Donc ça, c'est les gens qui viennent défendre des lois, des machins, on se demande ce qu'ils viennent défendre, donc ils passent à la télé juste pour dire calmez-vous, on est dessus. Mais parlons-en effectivement, qu'est-ce qui a provoqué cette décapitation? Alors, j'annonce, ça va être très sensible, parce que je vais montrer des trucs, ce n'est pas moi qui les montre, c'est un débat, c'est en place publique, c'est en recherche, tout le monde peut tomber dessus, oui, parce que sinon on vient me chercher les menottes et tout, parce que ce que je vais montrer là, voilà, en France c'est risqué de montrer ça, hein. On peut se foutre de la gueule de Mahomet, mais je vais voir si on peut faire ce qu'on va faire là. Donc, mais allons-y justement. Donc, dans les caricatures, les fameuses caricatures qui ont créé tant de débats et qui veulent qu'on s'unisse tous derrière ceux qui ont donc été victimes de notre cher, comment dirais-je, de notre cher président pour la défense effectivement des droits d'expression, lui caricature. Je rappelle juste que juste après la décapitation, je crois que c'est Darmanin et le ministre de l'Éducation voudraient en fait faire un fascicule que tous les profs de France auraient à distribuer avec justement les photos des caricatures, les fameuses caricatures qui ont coûté la vie à un homme. Alors ok, on est en France. Pas de souci. Ok, c'est pas normal qu'on applique la charia comme j'ai entendu en France. Non, je rappelle juste, c'était un gars qui n'était même pas élève à l'école, qui venait de plus de 150 km de là-bas, qui s'est pointé, il a même payé des gamins 350 € pour désigner le gars, donc comme quoi il ne le connaît pas, et juste pour faire genre je te tue parce qu'on a une plainte à ton sujet sur de la divulgation de photos pas bien. Alors, il y a eu des témoignages aussi d'enfants qui ont vu ce qui se choquait, c'est que dans la caricature, ils voyaient Mahomet à poil. Donc, c'est plus ça, c'est un dessin de monsieur à poil. Donc, pour certains gamins, c'est plus le côté nudité aussi. Mais bon, donc pourquoi pas. Mais là, quand même, je veux dire qu'on fasse des lois, qu'on fasse tout un tintouin. Ok, c'est pas normal de se faire tuer pour une caricature. Mais dans combien de pays on a effectivement ce genre de crimes, on va dire, contre la liberté d'expression, on va dire ça comme ça, juste même hors religion, hein. En Chine, critiquer le pouvoir en place, c'est pas religieux, mais c'est pas conseillé pour sa santé. Vous avez plein de pays comme ça. Mais bon, là où s'applique la charia, effectivement, vous avez des pays où c'est la peine de mort ou la prison à perpétuité pour faire ce que nous, on veut faire en mode on fuck, nous, on veut le droit d'expression, je suis Charlie, etc. Alors, le Charlie, le problème d'être Charlie, on va voir ce que ça fait, hein. Donc moi je veux bien être Charlie si on est Charlie pour tout, pas pour Charlie juste contre les musulmans, hein. Parce que voilà, moi ce qui me dérange effectivement dans ça, c'est que Charlie, si on fait effectivement une petite démonstration, hein. Allons-y. Donc, si je vois effectivement ça, donc, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, vous voyez, on est sur Le Monde. L'article date, je ne sais pas, attendez, de quand il date l'article? Enquête, ok, janvier, attentat à la liberté d'expression, autocensure gagne du terrain. Voilà, tout ça pour dire que, mais là, l'autocensure gagne du terrain. Et ça, c'était en février 2015. Et en février 2015, Charlie existait, hein, je vous rappelle, et ils avaient envoyé une caricature. Alors, lisons, hein. Publierait-on aujourd'hui ce dessin de Volinsky, paru en couverture de Charlie Hebdo le 2 novembre 1978. Vous regardez quand même, 1978, hein. On y voit un Hitler qualifié de super sympa qui danse la gigue en clamant « Salut les youpins, ça gaze ». Il est permis d'en douter. Ah, le journaliste quand même se dit, c'était chaud quand même. Mais à l'époque, c'est sorti. À l'époque, la caricature ne fit pourtant l'objet d'aucun recours judiciaire, ne suscita pas de protestation, le contexte était très différent, explique donc Didier directeur de la rédaction d'Actua BD. La semaine précédente, le 28 octobre,
L'Express avait publié un entretien d'Arquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives de 1942 à 1944, je ne savais pas que ça existait, intitulé « À Auschwitz, on n'a gazé que les poux ». Alors là, c'est le négationnisme, là, carrément. Mais là, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est monsieur Louis Darquier de Pellepoix. C'est cela qui donnait au dessin un humour grinçant. Voilà. Donc, je reprends. Hein. On est quand même toujours dans Charlie Hebdo en caricature. Alors, moi, à chaque fois que j'ai vu dans les reportages le truc, pourquoi est-ce qu'on l'a tué, pourquoi est-ce que les journalistes montrent, moi, j'aimerais bien voir qui oserait, aujourd'hui, je parle, qui oserait montrer ça. Il est là, la fameuse une. Vous voyez, Hitler, super sympa, salut les youpins, ça gaze. On avait ça aussi. Un bico lèche le cul d'un youpin. Cul de juive, le racisme ferait-il vendre? Vous voyez? Si on fait une recherche, vous faites une recherche. Voilà, youpin, Charlie Hebdo, voilà. Il y avait tout ça, quand même. Tout ça. C'est chaud, quand même. Donc là, Charlie Hebdo, voilà, ça pareil. Alors, pareil, on peut rire de tout, mais Charlie Hebdo vire les juifs de sa rédaction. Et c'est vrai. Un des dessinateurs, effectivement, qui avait effectivement mis un truc sur le sujet, s'est fait virer, je ne sais plus son nom, mais je retrouverai, effectivement. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans les détails de tout ça. Mais voilà, si on cherche ça c'est Charlie Hebdo. Voilà. Donc, ça, c'est en 1978. C'est bizarre, aujourd'hui, je ne vois aucune une de ce genre-là. Aucune. Je ne sais pas si je vous mets au défi de me trouver une dans ce même genre. Donc là, effectivement, le intouchable, vous avez vu, c'est quand même chaud, quand même. Là, je veux dire, un mec s'est fait tuer pour moins que ça. Mais là, par contre, on peut résister, on peut payer très cher. C'est effectivement le fait de parler de la religion juive. Hein. Mais là, je dis la juive, mais si je fais ça, hop, Cato, je vais mettre Jésus, parce que tout le monde en a pris pour son grade. Donc voilà. Donc si on fait ça... Alors, si on fait ça, que je reviens effectivement sur... Voilà, on en est là quand même, pour les cathos. Hein. Les cathos, on a ça. Donc maintenant qu'on est un gars du fin fond de la France, ou du fin fond de Rome, ou de ce que vous voulez, qui vienne en urgence lapider un gars, ou le tuer, ou machin, voilà, on a quand même ça. Ok, voilà. On a des cons, voilà, on a machin, on a ça, voilà, on a ça quand même. Hein. C'est Charlie Hebdo. C'est Charlie Hebdo. Alors pourquoi montrer que les caricatures de Mahomet? Il faut tout montrer. Moi, quand on aura liberté d'expression, qu'on fait un catalogue complet des unes, là, j'applaudirais. Mais pour moi, il me faut les deux. Hein. Il me faut les deux. Donc, faire les deux, pour moi, c'est ça. Vous voyez, donc les cathos et donc les juifs. Ça, on n'en parle pas du tout, c'est bizarre. Là, oui, attention, pourquoi on peut plus se foutre de la gueule de Mahomet? Mais vous avez vu, même les unes, là, regardez, la gueule des unes, là, elles sont de 1978. C'est chaud, regardez-moi ça, mais regardez-moi ça. Est-ce que Charlie Hebdo a osé faire ce qu'il a fait là? Ça, c'est de quelle époque? Sortez-moi un Charlie Hebdo d'aujourd'hui qui attaque la religion juive. Non, parce qu'il serait fermé, carrément, attaqué, alors il serait pas mort. Mais Charlie Hebdo serait mort, oui. Il l'aurait attaqué, il l'aurait ruiné. Voilà. Donc voilà. Et là, bon, nous, on est sympas, les cathos, on s'en prend plein la gueule, c'est rigolo, tout le monde s'en fout de nous, etc. Mais voilà. Mais voilà. C'est comme si on disait aux athées maintenant, bon les gars, vous aussi, il faut vous revendiquer le fait que vous êtes athées. J'ai quelqu'un dans mon entourage à qui on lui a refusé le travail parce qu'il était athée. Hein, c'est chaud. Mais bon, il devait aller partir dans des zones... où effectivement il valait mieux afficher un autre CV. Donc voilà. Mais on en est là. Donc c'est ça. Les caricatures, je suis pour, mais pour toutes les caricatures. Droit d'expression pour tout. Pas que ce que vous avez décidé de faire. Et c'est juste pas normal. C'est juste pas normal. C'est le fameux oui, attaque ciblée, effectivement. Et c'est dommage, je n'ai pas retrouvé la photo que je voulais, mais celle-là, quand même, sur le sujet, est quand même assez sympa. Je vais vous la montrer tout de suite, hein, ce sera plus simple. Voilà. Donc, oui, alors quoi de neuf? Non, c'est pas quoi de neuf, c'est ça que je voulais montrer. Donc, la religion, c'est comme une bite. Il n'y a pas de problème d'en avoir une, ou en être fier. Toutefois, on ne la montre pas en public, on ne l'impose pas aux enfants, on n'écrit pas les lois avec,
et on ne pense pas avec. Moi, je trouve que ça, et vous voyez, là, ça concerne toutes les religions, je trouve que ça symbolise bien notre époque. Voilà. Alors, autant la kippa, 1905, les autorise à les avoir en public, autant on vice-versa, là, ne la montre pas en public, machin. Je rappelle la loi de 1905, de ce que j'ai compris, hein, c'est qu'on peut s'habiller avec la grosse croix catho qui pendouille autour de notre cou, on peut avoir la kippa qui nous recouvre tout le crâne, on peut habiller avec le tchador. Aux yeux de la République, ce n'est qu'un vêtement. On n'a pas à s'écarter ou à traiter différemment parce qu'on s'habille de cette façon-là. Voilà. C'est ça ce que je veux dire. C'est qu'aux yeux de la République, tous ces objets, cette façon de s'habiller, n'ont aucune valeur et aucune validation à changer de comportement républicain face à ces vêtements. Donc c'est juste ça, en fait, moi, qui me pose problème. C'est que, voilà, on est dans une situation où on tend vers la guerre des religions, voilà, mais bon, là, on parle beaucoup de séparatisme et tout, parce que là, on prend cher sur le Covid. C'est ce qui me pose problème, moi, le Covid, on prend très cher. Et en fait, le problème, il est là, c'est que si on prend cher à ce niveau-là, c'est qu'on ne veut pas parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Enfin, c'est grave. Effectivement, il y a quand même un assassinat, quelqu'un qui a perdu la vie, un père de famille qui n'a rien demandé à personne. Il a effectivement été tué, il a été frappé par la foudre du fanatisme de certains. Mais je veux dire, il ne faut pas croire que toute la religion... C'est le défaut, c'est qu'on caractérise, on va dire, l'islamisme radical à toute la religion musulmane. C'est comme si nous, on nous disait, on était des ultra-cathos, on ne ferait rien avant le mariage. Comme je ne suis pas marié, moi j'ai 45 ans, 46 ans, qu'est-ce que je dis, merde, je vis dans le péché quand même. Les ultra-cathos devraient m'émasculer, quoi. Et lapider ma femme. Enfin, ma concubine, du coup. Non, mais voilà, on en est là. Bref, donc liberté d'expression, oui, mais pas à géométrie variable, d'accord ? Donc voilà, donc quand effectivement on protégera toutes les caricatures et non pas en sélectionnant quelques-unes, oui, on pourra dire qu'on est Charlie. Mais beaucoup de gens sont Charlie sans avoir lu tout ça. Des ultra-cathos, les mecs qui sont puritains, qui sont contre l'avortement, contre le divorce, contre le machin. Défendre Charlie, vraiment revenez sur les photos que j'ai montrées là. Voilà. Donc voilà, ce que j'ai montré là, ce n'était pas dans un but de déstabiliser, c'était juste pour montrer caricature, oui, mais pas de sectarisme ou pas on va dire de ciblage. Il y a un mot, je ne trouve plus le mot là tout de suite, de cibler une communauté religieuse en particulier. Hein. Donc voilà, parce qu'il y en a une qui est déjà super protégée, là aussi je cible. Donc voilà. En gros, il n'y a que les cathos qui... Bon, on a le droit d'avoir encore nos églises, même si maintenant il y en a qui les font brûler. Hein, Notre-Dame a brûlé, je rappelle. Bref, mais bon, c'était qu'un accident. Voilà, n'allons pas dans les conjonctures... comment dirais-je, complotiste. Donc, deuxième vague. Deuxième vague. La deuxième vague. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, si on parle de la deuxième vague, c'est-à-dire au niveau des écoles, j'ai effectivement, je vous rappelle juste ce qui a été changé depuis. Non, mais avant d'attaquer la deuxième vague des écoles, excusez-moi, je vais quand même faire un petit rappel. Il fut une époque où effectivement on se moquait des masques qu'on n'avait pas et qu'effectivement on ne pouvait pas gérer, enfin on n'a jamais été en carence de masques d'après un certain président. Mais bon, là on a des masques, mais c'est pas des FFP2. Moi-même je dois avouer que les masques, ça fait une semaine que je porte le même, juste pour pas me prendre d'amende. On m'en a donné quelques-uns où c'est écrit noir sur blanc, ne marche pas en cas de pandémie ou de machin viral. Donc je rappelle, allez voir mes autres vidéos de ma première vague, j'en ai fait 3 sur le sujet, sur les masques, donc la efficacité des masques. Vous prenez un masque, vous le mettez sur la bouche, vous prenez un briquet, vous soufflez dessus, la flamme s'éteint, vous pouvez vous torcher le cul avec. Voilà, ça ne sert à rien. Que vous mettiez ça, avec un truc comme ça, c'est pareil, c'est la même protection. Voilà. Mais donc, si on va effectivement dans la partie, un petit truc qui est bizarre quand même, avec les tests, je vais vous le montrer tout de suite. C'est ça. Serait remboursé par la Sécu. C'est la spécificité française, c'est que alors voilà, il faut que ce soit remboursé. C'est ça. Le choix des tests, il faut qu'il soit
potentiellement remboursé. Qui se sont mis dessus, pas tout le monde le fait, pas tout le monde l'accepte. Faire les prélèvements, si on pouvait le faire tout seul à la maison, ou s'il fallait que ce soit fait en laboratoire. Voilà, tout ça a été questionné quand même. Une infirmière a le droit de le faire. Et les tests sont vendus entre 30 et 50 balles en pharmacie, quoi, à peu près. C'est ça. Oui, je crois qu'on trouve à partir de 20 sur l'internet jusqu'à 99. Je crois que j'en ai vu un à 99. Oui, aussi ces tests-là. Sur l'internet. Et très, très honnêtement, la vue que j'en avais depuis le début, c'est que les gens doivent pouvoir se tester. Non, mais ça me semble bien logique, c'est la liberté individuelle de chacun. Et voilà. La question numéro 1, c'est moi je veux bien me tester, mais il faut que ce soit fiable. Voilà. Donc, exactement. La fiabilité, c'est votre boîte, et c'est là que ça commence à voilà, écoutez bien. Oui, c'est là qu'il y a souci, puisque on a vu tous les résultats défiler. On a une caractérisation extrêmement fine de chaque test. C'est leur boulot. Là-dessus, donc ce qu'il faut bien comprendre dans le chemin de l'accréditation, c'est que celui qui fait la mesure ne délivre pas l'accréditation. C'est ça. Donc celui qui fait la mesure livre ses résultats, il livre ses recommandations. Ces recommandations doivent rentrer dans un certain intervalle, ce que j'appelle les fourches codines. Il doit passer par les fourches codines de la Haute Autorité de Santé, qui déclare que au-dessus telle valeur de fiabilité, le choix des tests. Le test est valable. Voilà. Donc ce qu'il faut que tu expliques, c'est qu'il y a 2 critères pour mesurer la fiabilité d'un test. Voilà. Il y a 2 critères pour mesurer la fiabilité d'un test qui sont donc. Si on part de notre banque de sérum, on va en sortir une statistique. Et cette statistique, elle va être basée sur le nombre de faux positifs, c'est-à-dire les sérums qu'on sait qu'ils sont négatifs, parce qu'ils ont été testés par biologie moléculaire. On sait qu'ils sont négatifs, qu'il n'y a pas de virus, il n'y a pas d'anticorps dedans. Et pourtant, ils sortent positifs. Il peut y avoir plusieurs raisons pour ça, donc, notamment, par exemple, quelqu'un qui a été exposé à un virus SARS précédent qui ressemble beaucoup au Covid. Le Covid, c'est le troisième virus SARS qui passe à l'humain. Il y a eu le SARS il y a 20 ans, il y a eu le MERS il y a une douzaine d'années, qui ont été très localisés et qui ne sont pas développés partout à l'étranger. Mais tout le monde a entendu parler du H1N1 et du H5N3. Ceux-là peuvent sortir potentiellement positifs parce que les réactifs sont pas très différents. Ça, c'est ce qu'on appelle le critère de sensibilité, et il y a le critère de spécificité. C'est autre chose. Alors, le critère de spécificité, c'est autre chose. Ce sont les faux négatifs. C'est des gens qui sont atteints de Covid des faux positifs et des faux négatifs. Ne le montre pas. C'est potentiellement beaucoup plus grave que le faux positif, parce que le faux négatif, tu risques de tuer. J'ai rien. Mais si. Donc voilà. Pour la malaria, quand on avait regardé ça, tu avais le moyen en fait de régler la sensibilité et la spécificité. Et donc tu veux la régler pour la malaria qui potentiellement tue. Tu vas avoir 0 faux négatif. Mais par contre, ça fait monter ton nombre de faux positifs. Voilà. Donc, tous les tests potentiellement peuvent être réglés comme ça. Et donc, c'est l'étude de base qui est la plus intéressante, parce que si tu prends un test qui est à 90% de sensibilité ou de spécificité, tu fais une erreur sur 10 patients. Et ce qui est beaucoup. Et à ce moment-là, la statistique de base que tu obtiens elle est complètement invalide. Là, ce qu'il faut dire, c'est pour qu'un test Covid soit déclaré conforme, le fameux test, vous savez, le truc dans le nez. Moi, je l'ai fait. Ça fait mal. L'autorité à la santé. La Haute Autorité de Santé. Écoutez. Il faut qu'il y ait, rappelle-moi, 80... Alors, en sensibilité, 95%, en spécificité, 98%. Donc, si les fabricants franchissent ces barres-là, ils sont gagnants et on peut considérer que le test est fiable. Exactement.
Ils sont gagnants, le test est fiable, et normalement, derrière ça, le gouvernement doit leur mettre un coup de tampon qui dit qu'ils sont certifiés pour la vente et acceptés. Le gouvernement. C'est dans ces détails-là, dans cette explication-là, qu'on voit quand même qu'il y a le ferment d'un scandale sanitaire. Enfin, j'essaie d'être mesuré dans mon propos. Mesuré. Un scandale sanitaire, c'est mesuré. Ouais, voilà. Il y a en tout cas, donc, si on veut expliquer en fait ce qui s'est passé, c'est on avait les chiffres, on attendait la liste des tests rapides recommandés par le CNR. C'est eux qui mesurent les tests. Et on sait quels chiffres ont été communiqués au CNR, et derrière ça, on trouve une liste publiée sur Internet qui est les 23. Complètement différente. Et quand je dis complètement différente, c'est à 1000 lieues de ce qu'on avait vu. C'est la liste officielle recommandée par le gouvernement français. Parce il semblerait qu'on soit pas sûr de qui a pris la décision de les mettre... de mettre cette liste en place comme ça sur le marché. Et si scandale il y a, c'est probablement là. Ça remonte à 15 jours à peu près. Ça remonte à 15 jours, oui. Ouais. On rentre dans le dur, parce que moi j'ai les chiffres que j'ai... Voilà, bon, je garde ça, parce que c'est important, pas deuxième vague. J'ai effectivement vu les chiffres d'une source, j'ai vu les chiffres aussi, donc il y en a certains qui ratent complètement, qui passent pas, qui sont simplement pas bons. C'est-à-dire, là où on demande 95%, ils sont bien en dessous de la barre des 90%. Il y en a certains qui passent en sensibilité, qui passent pas en spécificité, et vice-versa. Et il y en a même un qui est à 75%, ça veut dire une personne sur 4 est mal diagnostiquée. Oui, et effectivement, de celui-là, on l'a testé sur nous au bureau, et on est tous ressortis positifs alors qu'on était confinés depuis avant. On a eu zéro symptôme, et en passant on s'est testé avec les autres aussi, on est bien négatif. Ça posait problème, et effectivement, nous, quand on regarde notre produit qui est un lecteur, ce produit-là rentre pas dans notre lecteur. C'est ça. C'est pas possible. On peut pas dire aux gens d'aller se tester avec ça quand on sait qu'il y a une chance sur 4 que le résultat du test soit, son expression, foireux. Vous avez bossé, vous avez investi du temps et tout ça, et vous découvrez sur Internet cette liste, et vous vous dites, c'est là où... C'est ça. Il y a quelque chose qui va pas. Ils étudient des noms, et ils en ont d'autres. Le travail qui a été effectué. C'est ça. Bon, je passe les moments de rage parce que... non mais c'est chaud, le gouvernement n'écoute pas leurs scientifiques et leurs trucs de test. D'avoir fait le boulot et de voir qu'il n'y a rien qui le reflète. C'est chaud. Mais derrière ça, on se pose quand même la question, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je donne un exemple typique. On a un test chinois. Ce fabricant fait 2 tests, en fait. Écoutez, il a 2 tests qui correspondent à 2 réactifs complètement différents. Il y en a un qui passe pas, un qui passe. Et on retrouve le même test sur la liste des 23 du CNR, qui est 8 ou 10 fois, je ne sais plus, parce qu'il est distribué par différentes personnes en Europe et en France. Oui, parce qu'il y a les fabricants et les distributeurs. Et les deux, les fabricants et les distributeurs. Même là, ça change. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont pris le mauvais. Pourquoi ? Sachant que ce mec-là en produit 2 différents, qu'il y en a un qui est très bon, qu'il y en a un qui est pourri. Pourquoi on a pris le pourri ? Pourquoi on recommande le pourri ? J'arrive pas à comprendre. On a pris le pourri. Et tu as posé des questions, tu les as alertés. Enfin, votre boîte les a alertés. Oui, on a essayé de correspondre avec le CNR. Tout le monde, avec le CNR, avec le CNR par le biais du Kremlin, avec le CNR. Non mais vos gueules. Hein, et on n'arrive pas à avoir de réponse, au mieux, ou de fin de recevoir au pire. Donc en fait, scientifiquement parlant, on est sur le cul. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous montrer. Voilà, donc comment sont testés les fameux tests, avec les faux positifs, les faux négatifs. Donc on a une explosion de cas, alors on nous a dit oui, mais vous voyez, là, le Covid, il est moins violent, il y a moins de morts.
quand on voit comment sont déterminés effectivement les cas, j'ai envie de dire, ouais, non, pas vraiment. Si la France a choisi tel test, ça fait ça comme réactivité. Donc les faux positifs et surtout les faux négatifs, c'est ça le plus grave. Et là, ça expliquerait peut-être les 50 000 cas par jour qu'on a, avec quand même remplissage là, des morts, enfin de la liste des lits de réanimation, effectivement. Donc la moitié aujourd'hui des lits de réanimation français sont sous Covid. C'est pour les victimes du Covid. Donc voilà. Donc dommage pour les autres. Donc voilà. Mais bon, le président, donc quand on a décidé de faire le confinement nocturne, le couvre-feu, c'est parce qu'il accusait le fait que, d'abord, c'est les jeunes qui avaient déconné tout l'été, donc ils ont abusé, c'est pas normal, on devrait leur limiter l'accès, etc. Donc 21h, 6h, c'est bien, ça pue bien comme ça, personne ne peut bouger, sinon c'est 135 € d'amende, et on a les mêmes conditions que le fameux confinement qu'on a eu, sauf que c'est de 21h à 6h, voilà. Donc là, il est peut-être en train de diffuser déjà les nouvelles conditions, mais moi je finis ma vidéo et j'irai me consulter après cette vidéo, ce qu'il dit. Mais bon, moi quand je vois effectivement ceci... À l'heure où nous tournons cette vidéo, le dernier bilan est daté du 8 octobre et les chiffres sont sans appel. Si l'on met de côté les EHPAD qui sont calculés à part, les établissements de santé représentent 11% des foyers de transmission, les universités et les écoles 20% et les entreprises 25%. Si Emmanuel Macron avait voulu agir rationnellement contre la propagation de l'épidémie, c'est donc par ces milieux-là qu'il aurait dû commencer avant de s'en prendre à la liberté et à la vie sociale des gens. Voilà. Attendez, parce que je crois qu'elle dit encore plein de choses intéressantes. C'est Tatiana Ventose. Nous allons tout de suite évacuer un argument utilisé par le ministre de la Santé, Olivier Véran, pour justifier le couvre-feu. L'idée que vous avez peut-être entendue, selon laquelle il faut distinguer les foyers de transmission des lieux où les gens ont été infectés. Sur le principe, oui, ce n'est pas parce qu'on constate des regroupements de malades, par exemple à l'université, que les gens ont forcément été infectés là. Sauf que si on lit le dernier avis du Conseil scientifique, mis en place, on le rappelle, par Olivier Véran lui-même pour conseiller le gouvernement, on y apprend qu'à l'heure actuelle, à côté de la liste des foyers infectieux, il n'existe aucune donnée disponible permettant d'identifier les lieux d'infection. Donc, à moins que le ministre dispose de chiffres tenus secrets, auxquels même son conseil scientifique n'a pas accès, il est totalement impossible à l'heure actuelle d'affirmer que ce sont les restaurants et les bars qui posent problème. Voilà. Bon, on va laisser finir. Donc, cette décision d'instaurer un couvre-feu est une mesure prise au doigt mouillé qui ne repose sur aucune base scientifique. Voilà. Donc, là, le couvre-feu, voilà. Comme les méchants jeunes, le fait qu'on ait une vie sociale, qu'on soit libre, qu'on ne passe pas qu'à travailler. Comme je disais dans une publication que j'ai faite, je vais aller travailler le dimanche et le samedi et je vais m'emménager à mon travail puisque le travail me protège du Covid, vu par Macron. Mais bref, c'est chaud, on en est là quand même. Donc c'est assez impressionnant que on se retrouve dans ce cas de figure. Et quand on voit effectivement comment ils traitent l'école, donc la deuxième vague, donc là on s'inquiète quand même aussi, puisque nous avons effectivement ce genre de comportement. Pareil. C'est-à-dire désormais qu'il y a un risque de contamination uniquement quand 3 élèves sont testés positifs dans une même classe. De même, la quarantaine en cas de test positif a été réduite à 7 jours. Sauf que dans la mesure où la politique de test n'est encadrée par aucune stratégie, on arrive à une situation où les personnes qui se font tester doivent souvent attendre plus de 10 jours pour obtenir leurs résultats et donc savoir s'ils sont malades ou non. En attendant, ils vont à l'école et potentiellement ils contaminent du monde autour d'eux. Une situation qui explique sans doute en partie le nombre de foyers dans les écoles, ce qui visiblement n'inquiète pas outre mesure le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Pour ce qui concerne les écoles, les collèges et les lycées, la situation est sous contrôle. Sous contrôle, c'est ça. Donc il n'y a pas d'inquiétude particulière ou supplémentaire dans les écoles et dans l'éducation nationale. Ces derniers temps, il y a eu des informations qui agrégeaient écoles, collèges, lycées et universités et du coup donnaient parfois l'impression que la contamination était forte. En réalité, les chiffres dans les universités sont parfois importants du fait de la vie étudiante en dehors des universités. Voilà, c'est en dehors. Si vous regardez bien, nos élèves, en réalité, sont plus protégés de la contamination du fait du respect des gestes barrières quand ils sont en établissement que lorsqu'ils ont leur vie sociale ordinaire en dehors de l'école. C'est incroyable. Voilà, la protection.
Mais sur tous ces sujets et tous les autres où il y aurait urgence à agir, sur les EHPAD ou bien sûr sur la situation à l'hôpital, Emmanuel Macron ne dit rien. Il ne décide rien, il ne fait rien. Au lieu de cela, il préfère rejeter la responsabilité de l'épidémie sur les Français, ces personnes irresponsables qui préféreraient se saouler dans les bars le soir plutôt que d'appliquer les gestes barrières. C'est chaud quand même. Donc voilà. Mais bon, on va laisser finir, on va être Et le pire, c'est qu'on sait très bien pourquoi il fait cela. C'est que prendre des mesures ayant un réel effet sur la propagation du virus aurait des répercussions sur l'économie, ce qui l'obligerait ensuite à prendre ses responsabilités pour préserver l'emploi, soutenir massivement les PME et engager une réorganisation de la production. Bref, tout ce qu'il se refuse à faire, comme on l'a montré ici quand on a analysé les détails de son soi-disant plan de relance, dans une vidéo dont on vous remet le lien en description et qu'on vous invite à aller voir si le sujet vous intéresse. Le problème, c'est que comme M. Macron refuse de prendre des décisions efficaces, mais que, en même temps, il n'assume pas de ne rien faire face à la Covid-19, il choisit une troisième option, celle qui consiste à faire n'importe quoi pour donner l'impression d'agir, quitte pour cela à attaquer nos libertés, notre mode de vie, et tous les petits moments de bonheur qui rendent agréable la vie en société et la vie tout court. Et oui, et donc effectivement, c'est ça. Donc si on est contaminé, c'est parce qu'on a une vie. Eh Macron, ta femme, elle a été testée positive, il me semble. Je te dis ça, je te dis rien. Donc elle était au milieu des partouzes, ou au milieu des machins, des bars et des restaurants peut-être. Non, mais elle a été contaminée quand même. Donc voilà, et c'était au travail, elle faisait la fofolle avec toi peut-être. Non, mais voilà, c'est vraiment du grand n'importe quoi. On en est là quand même. Mais bon, voyons justement, on parlait de la restauration. Donc, allons-y, la restauration. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'effectivement, les grands méchants restaurants qui ont provoqué tout ça. Donc, pourquoi est-ce qu'ils auraient provoqué tout ça, les grands méchants restaurants? Alors, on va regarder. Pour eux, mais que, voilà, ils y ont réfléchi en amont. Voilà comment ça a été réfléchi. Le protocole a été écrit dans la nuit, d'après les informations que j'ai du ministre de la Santé lui-même. Faut pas les fermer. Ah, mais quelle est bête! Il ne faut pas le dire! Mais non, mais tu viens de dire, sérieusement, journaliste, que t'avais écrit le truc en une nuit, là? C'est ça! Tu viens vraiment de l'avouer? C'est ça. Putain, mais retourne à l'école, il y a des bases élémentaires qui te manquent. Ah non, pas au niveau de l'éducation, au niveau de la survie, je veux dire. Et quand t'avais un oral de français, là, sur ton espèce de semi-mémoire de merde là qu'on t'a demandé de faire il y a 6 mois là, et qu'en fait t'as bricolé depuis 3 jours parce que c'est la merde, voilà, en fait tu le dis pas à l'oral, en fait je l'ai écrit au pastis 48 heures, faire enculer. Tu le dis pas ça. Le fameux plan pour empêcher de fermer les restaurants. 12, tu rentres à la maison et bon voilà, ta mention assez bien. Tu pouvais t'en sortir comme ça. Il reste encore 2 ans, vous pouvez jouer la carte mention assez bien. C'est pas la peine d'aller nous raconter des cracks. Les mecs, on sont arrivés à un tel niveau qu'ils vont finir par se vanter. On est tellement bon qu'on arrive à faire les projets de loi en une nuit. Oui, excusez-moi, mais je vous rappelle que comme le dit très bien Emmanuel Macron lui-même et le Dalai Lama, la nuit porte conseil. Mais c'est une nuit, c'est au singulier et c'était hier. C'est pour ça qu'on a super bien travaillé. Donc on a plus la Diallo là, enfin c'est la nénette, la porte-parole du gouvernement qui disait des conneries. Maintenant on a Schiappa direct. Schiappa direct. Déjà elle disait pas mal de conneries, mais là elle enchaîne quand même pas mal. Elle est vraiment là pour ça. C'est navrant. Donc voilà, donc on passe à l'époque, c'est l'histoire des masques, ça servait à rien, etc. pour la première vague. Et là, la deuxième vague, on nous sert, on continue sur le même thème, ça. Il faut regarder pas seulement les gens que l'on sauve, parce que c'est important. La Macronie, toujours, une façon de parler. Mais vous vous rendez compte qu'on a estimé que si on n'avait pas confiné, on aurait peut-être eu 50, 60 000 morts, par exemple. C'est-à-dire 800 000 chômeurs. Donc ça veut dire que chaque vie sauvée a causé 40 chômeurs. Je veux dire, c'est pas rien, c'est énorme. Ah ouais, carrément. C'est ça. C'est-à-dire qu'après les gilets jaunes contre les travailleurs, les étudiants contre les patrons, les noirs contre la police, la République contre les séparatistes, vous allez nous faire les morts contre les chômeurs. Putain, c'est chaud. Heureusement qu'ils affichent dans les sous-titres que le mec bosse à Libé, sinon j'y aurais jamais cru tout seul. C'est quoi la prochaine étape? Française, Français, il est de ma responsabilité en tant que président de la République pour protéger les plus anciens de tous vous foutre au chômage. Allez, tous en Uber, bande de connards, pour votre sécurité. En plus, c'est complètement con votre truc, parce que si sur les 40 chômeurs, il y en a un qui crève du coronavirus, et du coup on l'aura sauvé pour rien, le mec. C'est immonde. Voilà, vaut mieux arrêter là, je pense.
C'est ça, vaut mieux arrêter là. Mais c'est ça, c'est la Macronie, la communication institutionnelle pour la deuxième vague. Pardon, mon micro, désolé pour les oreilles. Mais on en est là. Donc c'est ça, je suis mais consterné. Mais voilà, quoi, c'est ça, c'est sauver des vies, mais à quel prix, c'est chaud. Donc là, on a été à la restauration. Si on va directement voir pourquoi on serait un peu trop con, hein, oui, ça aussi, hein, on est un peu débile. En fait, si on est autant contaminé, c'était de notre faute, hein, parce qu'on n'avait pas bien compris. Effectivement, on ne savait pas pourquoi est-ce que on voyait des gens autour de nous mourir, on ne savait pas pourquoi est-ce qu'on était touchés, on ne savait pas pourquoi est-ce que la France n'a pas réussi à gérer cette épidémie de coronavirus. La première vague, la deuxième encore pire. Au moment où on en est, heureusement, la réponse nous est venue de la part de Sibeth Ndiaye. Elle est ressortie Je crois qu'on a souffert au cours de cette crise. C'est chaud. D'un défaut d'acculturation scientifique de la population française. Ah bah voilà. C'est parce qu'on est trop con. Voilà, c'était simple, hein. Mais j'avais encore un espoir qu'ils osent pas le dire. Mais elle y est plus en même temps. Donc voilà. C'est l'arrière-boutique. C'est-à-dire que ils avaient quand même un peu de pudeur et un peu de politiquement correct. C'est chaud. Mais maintenant, c'est à fond les ballons. Nous cracher à la gueule en pleine pandémie, fallait quand même oser. Je suis pas content. Et moi non plus, je suis pas content. Je suis vraiment pas content et c'est triste de voir ça, mais la Macronie et Macron en tête et leurs services scientifiques et leurs Véran et compagnie, voilà, c'est la gestion vraiment, on en est là, hein, on en est là. Mais bon, on a peut-être une solution. Le problème, c'est que comme M. Macron refuse de prendre des décisions efficaces, mais que en même temps, il n'assume pas de ne rien faire face à la Covid-19, il choisit une troisième option, celle qui consiste à faire n'importe quoi pour donner l'impression d'agir, quitte pour cela à attaquer nos libertés, notre mode de vie, et tous les petits moments de bonheur qui rendent agréable la vie en société et la vie tout court. Et pourtant, la vie sociale, le fait de sortir, de voir du monde, de profiter de la vie quand on le peut, malgré les coups durs, ce n'est pas une option, ce n'est pas un bonus éventuel après une journée de travail ou quelque chose que l'on pourrait sacrifier, contrairement à nos sacro-saintes heures de travail si utiles au CAC 40. Ce qu'on demande ici aux Français de sacrifier, c'est quelque chose d'absolument vital, parfois ce qui permet de tenir, surtout dans un contexte aussi morose et anxiogène que celui d'aujourd'hui. C'était d'ailleurs un gros problème pendant le confinement, tous les gens qui déprimaient, voire qui pétaient littéralement les plombs tout seuls chez eux. Et à la limite, au printemps dernier, c'est une chose qu'on acceptait, parce qu'il y avait une logique à tout arrêter pour un temps donné, dans un moment exceptionnel. Ce qu'on va faire ce soir, je pense. Cette fois, l'impression qui se dégage de tout cela, c'est celle d'un délire autoritaire complètement insensé où l'on exige des gens des sacrifices dont on sait à l'avance qu'ils ne serviront à rien. Exactement. Alors évidemment, vu le contexte, vu les difficultés économiques, vu la sidération et le mal-être provoqué, il y a peu de chances que tout cela dégénère en soulèvement généralisé immédiat. Ouais. Mais malgré les dégâts, on va survivre à tout ça et on va être plus fort. Et ce sadisme, cette malveillance doublée d'imbécilité, on vous promet une chose, Monsieur le Président, c'est qu'on ne l'oubliera pas. Exactement. On ne l'oubliera pas, mais je pense que d'autres personnes vont dire oui, mais il ne pouvait rien faire. Là, il a quand même l'expérience de la première vague, où il a fait économiser sur notre santé. Là, il est en train d'économiser encore une fois sur notre santé. Sur la deuxième vague, qui annonce plus forte que la première, c'est juste monstrueux, etc., etc., etc. Oui, ils annoncent déjà ça, alors que 50% des lits sont HS. 300 morts hier. C'est vrai que je n'ai pas montré l'état des lieux. Allez, on va juste finir par ça. D'abord, je commençais par ça avant, mais je pense que je vais revenir à commencer par ça d'abord. Donc, si on revient sur, effectivement, la France, on est là. Vous voyez, là, on est à 35 000 décès. Ma dernière vidéo, on était autour de 30 000. 30 000. Là, on a pris 5 000 décès. Et donc, on noie le poisson dans le machin, etc. Voilà, on en est là. Effectivement, on en est là. Alors après, le fameux outil du gouvernement qui nous sort, voilà, 35 000 décès, pareil ici. Plus, voilà, on a 14 patients en réanimation, 431 patients en réanimation. Bref, on va ressortir les chiffres, quoi. Vous voyez, on en est là. Donc, décès à l'hôpital, 24 000. Donc, c'est la somme. Ah oui, c'est l'hôpital. L'hôpital prend plus cher que les EHPAD, hein, quand même, comme vous pouvez voir. Donc, voilà, on en est là. Ouais, donc, c'est quand même méga chaud. Méga chaud, donc on est trop con, voilà, donc c'est pour finir, on est trop con, c'est pour ça qu'on est contaminé. Non, là, il y a quand même, c'est chaud, c'est vraiment très chaud, finir comme ça et nous dire qu'on est trop con, bref,
Passons à la conclusion. Hein. Donc je serai dans les thèmes, je serai dans la vidéo des index. Alors je suis désolé pour les titres n'ont pas forcément suivi les vidéos. Les vidéos, si vous voulez les liens, vous me les réclamez, parce que en fait je n'ai plus envie de les mettre. Je prends juste les extraits qui m'intéressent. Alors c'est pas pour les sortir de leur contexte et les faire dire ce que je veux dire. Il y en a certains qui vont dire ça, s'ils tombent un jour sur ces vidéos. Non, c'est le sentiment général. Donc là, notre président, on est le 28 octobre, il est 20h20, il doit être en plein discours pour nous dire « je vous enfume tous, je vous confine tous ». Alors au départ, ils étaient arrangés pour faire du 19h au lieu de 21h, et après, ils confinaient que le week-end. C'est-à-dire que vraiment, comme disait Ventose, Tatiana Ventose, nos libertés, vraiment, vous ne faites que travailler. Là, ce qu'on nous avait vendu juste avant le discours, c'est qu'on va être confinés, mais les enfants vont à l'école quand même. Donc ma femme qui est prof, ta gueule, tu vas rejoindre le groupe des soignants. Donc même les gens, même les soignants restent, même ceux qui sont contaminés restent pour soigner. Donc ils ont fait le plan blanc sur plein d'hôpitaux, on n'énumère pas le nombre de plans blancs. Il y a des manifestations des soignants, mais ça, on les applaudit plus, mais on s'en fout s'ils manifestent. Donc voilà, on en est là. Les gens se protègent pas de la santé, ils se protègent des 135 € d'amende si on se fait choper sans le masque. C'est ça qui va nous coûter cher. Alors on va revenir au premier confinement au niveau des règles. Si on se fait choper, 135 €, 3500 €, et la plus grosse c'est 6 mois de prison avec sursis ou avec, tout court, je ne sais plus, 4750 € d'amende. Faut renflouer les caisses, comme on dit. Donc voilà. Donc oui, pour ma sécurité, je prends un masque qui n'est pas FFP2, mais c'est pas ma sécurité en fait, c'est la sécurité de mon porte-monnaie. Voilà. Donc et même moi, malheureusement, même si on est confiné, je suis dans une entreprise où effectivement le confinement, mon télétravail, je le fais sur place, donc là-bas. Mais bon, voilà. Après, c'est un choix, mais on en est là. Donc, messieurs, dames, deuxième vague, pire que la première, d'après les spécialistes. Je sais pas quoi vous dire, mais apparemment je vais revenir souvent, parce que si on se confine, c'est le but de mes trucs, c'est la situation de merde, donc sur le trône, donc on peut en parler mieux. Donc je continuerai à faire des nouvelles vidéos, apparemment confinement, le retour de l'oiseau de mauvais augure, moi, et donc je vais continuer à faire effectivement la vague numéro 2, donc sur certaines vidéos. Donc je vais les indexer, je vais faire le nécessaire, et donc je continuerai, donc afficher la petite cloche, abonnez-vous pour ceux qui veulent. C'est pas pour faire de l'argent, mais ceux qui s'intéressent. Moi c'est plus, comme je vous ai dit, c'est un moyen de régurgiter tous mes problèmes psychologiques sur la situation pour pas devenir un fanatique taré qui effectivement deviendrait violent vis-à-vis de notre gouvernement. Donc je ne fais pas une annonce de terrorisme, mais c'est quand même nous prendre pour des cons, et j'aime pas qu'on prenne pour un con. Donc je vous embrasse, j'espère que tout ira bien pour vous. La deuxième vague arrive, protégez-vous. C'est pas une grippette comme on nous a dit à la première, il est de retour, avec même les faux positifs, les faux négatifs, les lits se remplissent. Les jeunes, vous pensez que vous êtes pas à risque, vous savez pas ce que vous avez comme maladie, peut-être. Voilà, les moins jeunes, mais qui ont des maladies chroniques et tout, qui ne pourront plus aller à l'hôpital pour se faire soigner parce qu'ils sont remplis par les covidiens. Ça va être un massacre. Bref, là, ce qui est con, c'est qu'on va se confiner. Alors, d'autres pays ont reconfiné avant nous. Je ferai une vidéo de la situation de l'extérieur avant nous pour effectivement essayer de ne pas confiner pour Noël. Mais là, vu comment c'est barré le Père Noël cette année, il va être battu à vue, je pense, par des lance-roquettes ou des avions, machin. Bref, ça va être compliqué. Donc, force à vous. Attention, c'est la santé, c'est capital. Et j'espère vous revoir bientôt et que tout aille bien pour vous. Et bon, si confinement il y a, vaut mieux être enfermé sur 4 murs pendant un temps que d'être entre 4 planches définitivement. C'est comme j'avais lu comme ça, cette petite conclusion. Voilà. Bon, je vous embrasse et je vous dis donc à bientôt.